défaut de capacité, flambée des taux de fret spot, multiplication des cas de congestion portuaire, manque de conteneurs vides disponibles à l'exportation, autant de signes de la congestion actuelle des ports asiatiques et européens. La congestion portuaire mondiale a atteint son plus haut niveau depuis 18 mois, avec 60% des navires en attente au mouillage situés en Asie, a déclaré ce mois-ci la société de données maritimes Linerlytica. Cette situation est due à la réorientation prolongée des navires pour éviter les attaques dans la mer Rouge, ce qui a perturbé le transport maritime mondial. Des goulets d'étranglement sont également apparus dans d'autres ports asiatiques et européens. Maersk, deuxième plus grand transporteur de conteneurs au monde, a annoncé ce mois-ci qu'il annulerait 2 traversées en direction de l'Ouest depuis la Chine et la Corée du Sud début juillet en raison d'une forte congestion dans les ports asiatiques et méditerranéens. On finit ce tour de l'actualité par une bonne nouvelle, puisque selon le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, la France est dans une bonne dynamique. Vous l'aurez deviné, je ne parle pas de politique ni d'économie, mais de climat. En effet, la France a poursuivi sa trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au premier trimestre 2024. Sur l'ensemble de 2023, les gaz à effet de serre émis par l'activité humaine s'étaient déjà repliés de 5,8% en France, avec un total équivalent de 373 millions de tonnes de dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère, avait annoncé fin mai le CITEPA, l'organisme en charge de dresser le bilan carbone de la France. Dans le détail et par secteur, c'est l'énergie qui participe le plus à la décarbonation, avec un recul des émissions de 16,8% en raison de l'accélération de la production d'électricité décarbonée selon le ministère. Les bâtiments et l'industrie s'inscrivent également en recul, portés d'une part par la baisse des émissions de chauffage et d'autre part par les efforts de secteurs comme l'agroalimentaire ou la construction. Les transports, premier secteur émetteur, restent sur une baisse moins marquée de 3%, mais conforme à celle déjà observée l'an dernier, avec à la fois une diminution pour le transport routier porté par la baisse observée des émissions associées aux véhicules diesel et le transport aérien français. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur la planète financière et en Europe. Les investisseurs semblent effrayés à l'approche du dénouement des élections législatives françaises et britanniques. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,69% à 7609 points. À Londres, le FTSE a cédé 0,27% à 8225 points. Enfin, à Francfort, le DAX a symboliquement abandonné 0,08% à 18 163 points. Aux États-Unis, les investisseurs sont restés prudents lors de la séance d'hier. Les principaux indices actions ont en effet terminé dans le vert, mais un vert pâle puisque les financiers préfèrent rester précautionneux avant la publication ce vendredi de l'inflation aux États-Unis. Sur le marché des taux souverains en zone euro, alors que plusieurs responsables de la Banque centrale européenne ont souligné que l'inflation continuait de reculer dans le bloc et que la Banque centrale pourrait en conséquence continuer d'assouplir ses taux, eh bien, les rendements des principales économies européennes se sont largement raffermis hier. Le rendement du Bund à 10 ans a ainsi pris 4 points de base à 2,452%, alors que celui du Bund à 2 ans est resté stable à 2,823%. En France, l'OAT à 10 ans a progressé d'un peu moins de 8 points de base à 3,188%, alors que celui à 2 ans a gagné 1,3 points de base à 3,109%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement des bons américains, des bons du Trésor américain à 10 ans prenait près de 8 points de base à 4,3157% contre 6 points de base pour celui à 2 ans à 4,7514%. Sur le Forex, le yen est attaqué de toutes parts. Face au dollar, il a atteint un plus bas de plusieurs décennies puisqu'en flirtant avec les 160,15 yens pour $1, il a retrouvé des niveaux plus jamais vus depuis fin, tenez-vous bien, 1986. Pour les analystes, la raison est simple, ce sont les hedge funds qui, en continuant à accroître leur position courte face au yen japonais depuis 2021, ont concouru à cette situation. Mais la stratégie des gérants de portefeuille semble plutôt limpide puisqu'il existe des arguments solides pour vendre à découvert la devise nippone. Tout d'abord, le pays est devenu très endetté avec un ratio de dette PIB supérieur à 200%. Et deuxièmement, l'écart entre les taux d'intérêt au Japon et aux États-Unis est et devrait rester important. Enfin, les prix du pétrole ont clôturé en hausse hier, soutenus par des effets techniques, puisque pour les spécialistes, c'est l'approche du seuil des $80 pour le WTI qui a déclenché
Un rebond technique, les opérateurs ont également bénéficié de la prime de risque géopolitique avec la perspective d'une possible escalade entre le mouvement libanais pro-iranien, le Hezbollah, et Israël. Le baril de Brent, dans cette ambiance, pour livraison août, s'est octroyé 0,28% pour clôturer à 85,25 $. Quant à son homologue américain, le baril de WTI de même échéance, il a lui grignoté 0,08% à 80,90 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 27 juin 2024. Et juste après, comme convenu, comme promis, comme annoncé, nous retrouverons Éric Seban qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Francfort dans son chronodax. A tout de suite sur Téléfinance.